Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Les idées radicules. On est aujourd'hui avec Michael Côté et Jean-William Côté. On va animer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment démarrer sa production. On trouvait ça important parce que au fil des années, il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui ont disparu, puis le nombre d'entreprises agricoles en général a diminué. Mais depuis longtemps, depuis un petit bout, on commence à ressentir un engouement encore pour le monde agricole. Donc, pour parler de tout ça aujourd'hui, on a avec nous Erwan Dufour qui a démarré un projet qui s'appelle Ma Belle Terre, dans le fond, qui est une plateforme de socio-financement. Puis, on a aussi Marc-Antoine Arsenault, qui est fondateur et créateur de la cidrerie L'Équinoxe. Donc, je ne sais pas si vous voulez y aller. Bon, ben, Marco. Excellent. Ben, moi et ma conjointe, on a racheté un verger à Farnham, dans le canton de l'Est, au mois de mai dernier, 2020, en pleine pandémie. Je vous épargne les détails. Ça a été le fun. Mais on en reparlera tantôt parce qu'il y a eu des bons points quand même qui sont ressortis de ça. Fait que verger conventionnel, une dizaine d'hectares en production, 2200 arbres standards. 2200? Ouais, c'est quand même pas des gros arbres. Vraiment pas où est-ce que l'industrie s'en va. Puis le bonhomme, l'ancien propriétaire qui nous a beaucoup aidés, ben, il a continué à planter des gros arbres. Fait qu'on on n'est pas prêt avec ça. On veut continuer à faire ça. Mais en tout cas. Cool. Fait que, on a racheté ça. Même pas encore fini mes études qu'on avait racheté ça. Puis on s'est lancé là-dedans dans le but de démarrer notre cidrerie fermière avec les projets d'agrotourisme, puis la boutique et la cuisine commerciale. Fait que ça, c'est le projet résumé en 30 secondes. Beau pitch. C'est un beau pitch. Puis études en quoi? En agronomie. Agronomie, ok, quand même. Ma blonde est avocate, ça n'a aucun rapport, là. Mais... Ça peut aider. Ça peut aider. Erwan? Yes. Oui, salut vous deux. Merci de l'invitation. Donc, moi, c'est Erwan Dufour. Je suis le fondateur de Ma Belle Terre. Donc, c'est la première plateforme de sociofinancement, financement participatif, crowdfunding en anglais, dédiée aux projets agricoles et alimentaires durables au Québec. Cool. Donc, on vient offrir une plateforme, une solution pour tous, justement, ces jeunes entrepreneurs agricoles, mais pas que. Il y a aussi tous ces organismes-là. Il y a des COP, il y a des OBNL là-dedans. Des gens qui ont des idées, qui ont des projets pour notre agriculture, qui ont une vision pour l'agriculture, là, qui veulent faire une différence aussi. T'en parlais justement, il y a quelque chose qui se passe. Les écoles sont pleines, on en parlait avec Marco tout à l'heure, les écoles sont pleines d'agronomie et même sur les programmes d'agriculture biologique, c'est plein. Voilà, il y a des choses très encourageantes. Le nombre de fermes a augmenté pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. C'est ça. Avec donc on fait ça, on offre en fait l'idée là, basiquement, pour ceux qui ne sont pas communs avec le mot sociofinancement ou financement participatif. Il y a des gens qui ont des projets à financer, qui ont des besoins, qui veulent passer par un financement qui est alternatif, qui n'est pas de l'endettement. On sait, on en parlera peut-être plus tard un peu aussi là-dessus, mais qui ont besoin de lever un 10 000 pour se lancer, pour financer des ruches, financer les premiers outils, n'importe quoi. Et de se dire, moi, dans 6 mois, 1 an, 18 mois, j'ai des choses qui sortent, mais il faut m'encourager. Donc, donnez-moi 20 pièces, 50 pièces, 100 pièces, puis en échange, je vous donne des contreparties en nature ou des expériences. Venez nous voir. Et donc, c'est un moyen de lever de l'argent, de se lancer, de tester son idée. Et puis, de ne pas se mettre le poids de l'endettement tout de suite sur le dos. Donc, on sait que l'agriculture a des besoins spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme spécifique pour les projets agricoles et aussi alimentaires, la transformation alimentaire. On sait aussi que c'est important aussi au Québec, là, d'avoir des produits qui sont faits aussi ici, fabriqués ici. Nice. Donc, voilà un petit peu pour le topo. Très cool. Donc, juste vite fait, là, juste qu'on comprenne bien, moi, mettons, je vais aller sur ta plateforme, Ma Belle Terre, je vais voir plein d'initiatives, des petites vidéos qui présentent des entreprises. Il y en a une que je trouve vraiment intéressante.
je peux aller donner, comme tu disais, 20, 50 pièces, et puis finalement, je vais avoir un petit cadeau en retour, si on veut. Exactement. Okay. Il y a le don libre, là, évidemment, il y a toujours le 10 pièces, là, qu'on dit si vraiment ça te tente de t'en donner parce que tu crois au projet et d'être gentil, de donner 10 pièces, c'est cool. Mais sinon, ça vient toujours avec des contreparties. Okay. Le fun, c'est que ces contreparties-là, c'est oui, des récompenses, mais c'est des contreparties, ça peut être des produits, des expériences qu'on ne trouve pas sur les tablettes d'épicerie, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu peux avoir un retour aussi direct, j'imagine, en tant que producteur ou peu importe, transformateur, tu as un retour direct sur ton produit. Exact. Donc, l'idée, c'est aussi bien de tester, tu sais, par exemple, tu fais de la pomme. Ouais. De se dire, ça nous tente de faire, donc oui, le cidre, là, de base, on imagine que ça va marcher. Mais on aimerait faire des produits peut-être un peu déclinés de la pomme. Là, ça fait 1 an qu'on roule, notre cidre a bien marché, on le vend bien. Mais là, on aimerait, je sais pas, faire quelque chose avec de la pomme. Allez, go, on fait une campagne de financement. On a déjà notre petite communauté qui nous connaît. Salut, on fait ça. Et puis, est-ce que ça vous tente? T'as pas encore produit, t'as pas encore dépensé $1 seul. Et puis, possiblement, tu as déjà 500, 1000 acheteurs qui disent yes, c'est sûr, je vais te l'acheter, ton truc. Et puis, je te donne déjà l'argent pour le faire. Donc, c'est le fun. Et puis, toi, en tant que contributeur, en tant que même consommateur, de se dire, c'est ça aussi qu'on veut changer, c'est qu'on veut... le sociofinancement, on pense beaucoup, le GoFundMe, là, pour nommer une entreprise américaine, de dire, il faut que j'aille soutenir, c'est du soutien. Là, c'est autre chose du soutien. C'est aussi de la mise en relation avec des gens, en fait, des gens qui partagent les mêmes idées, alors qu'ils soient des porteurs de projets, des contributeurs, mais de se dire, de temps en temps, je vais aller voir un peu ce qui se passe sur ma belle terre, voir les projets autour de chez moi ou un peu plus loin de chez moi, puis se dire, oh tiens, je sais qu'arrivé en avril 2021, j'ai soutenu ce petit maraîcher, puis j'ai un panier de légumes qui s'en vient parce que je lui ai donné tant d'argent. C'est plutôt que d'aller... c'est changer aussi des modes de consommation. Et je pense que ça fait partie aussi des nouvelles choses qu'en tant que citoyen, là, on doit aussi intégrer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans l'instantané absolument. On peut acheter des choses qui vont éclore dans 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est juste, on est tellement dans l'instantané maintenant. C'est comme, je vais sur Amazon, là, demain j'ai mon truc. C'est ça. C'est dire. C'est pas ça partout, là. Alors, puis au final, effectivement, on se rend plus compte du. C'est quoi le coût et puis la valeur du travail. Oui, faire pousser des pommes, faire pousser des légumes. Derrière, il y a un travail, ça prend du temps. Ça prend de l'argent. Il y a des choses. Ce côté d'anticipation-là, je trouve aussi qu'il est quand même nice de justement d'encourager ce procès-là, ce processus-là, puis d'être aussi engagé dans les étapes du développement du produit ou de la ferme en tant que telle. Je trouve que ça rajoute vraiment une valeur. Ouais, puis pour les entrepreneurs comme moi, ça permet de vérifier si un marché est bien présent ou non. Ça. En plus de piler de côté un cash down pour le projet, par exemple, pour financer une partie. Écoute, c'est vraiment cool. Puis tu sais, on parle il y a un mouvement international qui s'appelle le slow money, là, l'argent pas pressé, là, le réseau de l'argent pas pressé. Il y a des ambassadeurs ici, là, au Québec. Mais en fait, d'un point de vue idéologique, c'est se dire... L'argent que j'ai, là, au lieu, oui, il peut servir à acheter des produits là, tous les jours comme on a l'habitude. On peut le mettre à la banque avec une épargne, on peut le mettre à la bourse. Là. Mais l'argent que j'ai, il peut aussi aider à avoir des retours qui sont autres que monétaires ou des produits, comme je disais, là, en 24 heures, ils sont à la maison. Ton argent, la valeur de l'argent, c'est aussi de dire, l'argent que j'ai, il peut permettre à donner vie à des projets. Moi, en retour, j'ai aucun contrepartie financière comme j'ai à la banque, mais j'ai donné vie à un projet en agriculture, en alimentation à côté de chez moi. Et en échange, j'ai des contreparties en nature. Ouais, c'est ça. Et ça, un autre genre de dividende ou de... Exactement. Pourquoi les dividendes devraient être forcément monétaires? Il y a aussi des bienfaits qui sont non monétaires. Donc, c'est aussi ce rapport à l'argent, c'est de se dire, l'argent, on peut utiliser autrement. L'argent qu'on a dans nos poches, là, notre consommation, on peut consommer autrement aussi. Il y a ça. On croit beaucoup à ça aussi. Là, et donc, voilà. On espère qu'on va amener une petite pierre à l'édifice. J'avais pas la main assez verte comme nos amis agriculteurs, là. Pourtant, je viens quand même de la campagne un peu, mais non, je pense pas que j'ai les talents de mes grands-parents, par exemple, à faire pousser des choses, là. Écoute, t'as mis tes talents à toi à très bon profit, en tout cas. Là. Je pense que c'est merveilleux. Puis, pour aller un peu vers toi, Marc-Antoine, toi, t'as un verger, une cidrerie, la cidrerie L'Équinoxe. En fait, le verger... La ferme cidricole L'Équinoxe, exact. Je pense que j'ai pas besoin de autant expliquer en détail c'est quoi un verger. Fait qu'un verger, t'as l'arbre, le pommier, puis t'as une pomme qui pousse. Après, t'apprends. Il y a quand même des particularités parce que
nous, on vise vraiment le créneau du site fermier, nature, un peu comme le vin nature. Okay. Fait que moi, j'ai pas d'intrants dans mon chai. Okay. Dans mes curies, j'ai pas mis de sulfite, j'ai pas mis de... je filtre rien, je laisse aller, il est pas clair, j'attends un peu. Il y a de quoi qui se... Fait que tu sais, c'est vraiment plus de contrôler l'environnement que le produit en tant que tel, le moins d'intervention possible. Tu goûtes ce que mon terroir, mon chez nous est censé donner. Moi, c'est sûr qu'en se lançant là-dedans, on voulait faire ça. Puis à date, on n'est pas déçus. C'est quand même pas pire que ce qu'on est en train de faire. On est en train d'embouteiller, puis ils dorment encore. Mais c'est vraiment... Puis nous, c'est vraiment vers là qu'on va aller avec les cidres. Mais aussi à la ferme, tu sais. On s'en va dans le biologique, mais c'est pas... Oui, c'est pour des enjeux de santé puis d'environnement, mais c'est aussi... Tu goûtes en vrai ce que le fruit va te donner versus un fruit qui vient d'un arbre que tu as vraiment beaucoup guidé. Fait que tu sais, d'avoir une pomme tout poquée avec des trous dedans, mais que c'est ça que l'ensemble de l'écosystème de ta ferme a donné. Ça va être ton identité. Elle va être plus final, sucrée, elle va être plus... Exact. T'sais. Là, après, la job, c'est de la mettre en marché, cette pomme-là. On fait du cidre pour ça. Exact. Fait que c'est comme le créneau de marché. Puis ce marché-là, dans le cidre, surtout, se développe beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'intérêt. Surtout des gens de microbrasserie ou encore de vin nature. On voit les deux marchés qui arrivent. C'est ça, vin nature, c'est effervescent. C'est ça. Mais à micro, tu sais, pense aux gars, mettons, de la Pit Caribou, de Brett et Sauvage, Oval. Tu sais, tous ces gars-là, j'ai nommé presque tous les grosses micros de Gaspésie. Mais bref, des gars qui font des produits innovateurs puis tout. Ben, c'est leurs consommateurs, leurs clients à eux, c'est eux qui reviennent chercher nos produits, qui vont aller, mettons, chez Peluso, pas faire de pub, mais tu sais, mais exact, des petits épiceries fines comme ça, ou des dépanneurs spécialisés, qui vont aller chercher nos produits. C'est vraiment cette clientèle-là. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est vraiment ceux-là. Puis, on veut élargir, aller chercher un petit peu, mais les autres clientèles. Mais nous autres, le but, c'est pas de faire 100 000 litres par année du tout. Là. Moi, je suis allé en agriculture pour bien vivre. Mais bien vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être équilibré. Ça veut dire... Une ferme, là, c'est prenant. Tu es rendu en campagne, fait que tu sais, peut-être, les gars, vous avez travaillé en agricole. Quand t'es dans une ferme, surtout avec des animaux, c'est une coche de plus. Là. T'es comme non-stop dans tes affaires, tout le temps dans ta business, tu dors là. Tu sais. Là, en ce moment, c'est ça pour moi. Là, mais on commence. Éventuellement. Fait que c'est correct de prendre le détachement, mais c'est pour ça qu'on est allé en agricole. Fait que faire 25 000 litres par année, pour moi, c'est bien en masse. Je vais me concentrer sur la qualité au lieu de faire la quantité. Bravo. C'est très louable. Moi, je pense que c'est une belle manière de partir, une belle idéologie. Puis sinon, ça vient de où, en fait, cette idée-là? Est-ce que toi, quand tu es rentré en agronomie, tu le savais tout de suite, tu avais cette idée-là, ou c'est venu vraiment au fur et à mesure? Moi, j'étais un vétérinaire manqué. Je voulais aller en Medvet, puis ça n'a pas marché. Fait que je me dis, on va aller en agronomie, je sais pas c'est quoi, mais on va aller voir c'est quoi les agriculteurs ont à dire. C'est vraiment ça l'agronomie à l'université, des agriculteurs qui t'enseignent, là. Pas vraiment. Mais j'ai vraiment aimé le monde agricole, par contre. Je suis quelqu'un d'assez humain, puis qui aime l'humain en tant que tel, et le monde agricole, c'était ça qui me manquait. Fait que c'est ça qui m'a apporté, puis là, je me suis mis à travailler là-dedans, en plus, au travers des études, puis là, j'ai fait, waouh, c'est vraiment cool. Moi, je veux être entrepreneur. Est-ce que je vais être entrepreneur agronome, professionnel ou plus producteur? Là, j'étais producteur, c'est l'enfer. T'arrêtes pas de travailler. Fait oublie ça, mais je vais me concentrer sur les arbres fruitiers. Puis là, en travaillant là-dedans, j'ai fait, crime, finalement, tu travailles tout le temps, peu importe quel entrepreneur que t'es, que tu sois un gars qui part une crowdfunding ou peu importe la business que tu fais, tu travailles tout le temps. Fait que, why not le faire pour quelque chose que t'es bien chez vous? C'est pour ça que je me suis lancé en production. Fait que là, le projet il est né là, je me suis formé en entrepreneuriat aussi. Puis on a monté le projet au fur et à mesure avec ma blonde durant nos années universitaires. Puis pourquoi la pomme versus, mettons, un autre arbre? En fait, c'était pas tant la pomme que les arbres fruitiers. Ouais. Fait que là, la pomme étant le fruit qui pousse le plus et le mieux au Québec, qui est plus adapté à notre climat. Ça a été vers la pomme parce qu'il y a plus de théories applicables au Québec ici. Mais on a la poire aussi, on a de la prune. Puis là, on essaye la pêche puis la cerise sucrée, la camerise. Fait que c'est vraiment... Nous autres, on veut diversifier. Moi, je me dis, en 10 ans, là, j'ai 98% de mes arbres que c'est... 99% de mes arbres que c'est des pommiers. Ben, je veux que dans 10 ans, ça soit 50%. Fait que,
quand il y a un arbre qui meurt, ben, je le coupe. Je le remplace par un autre poirier, un prunier, quelque chose qui marche bien. Entre mes rangs, je mets d'autres cultures pour augmenter la biodiversité de la ferme. Fait que ça soit des cultures maraîchères, genre l'ail, ça pogne assez bien, l'ail. On a fait des essais, puis ça s'enligne très bien. Des trucs comme ça. Avec le temps, tu construis la biodiversité, puis c'est dans tes objectifs. On est quand même bien parti. L'ancien propriétaire, il a fait une bonne job. On utilisait 40% des doses de pesticides, puis on était un extraterrestre dans la planète pomme. Là. Fait que, mais quand même, c'était des pesticides conventionnels, puis c'était pas si hot que ça. Fait que le but, c'est d'augmenter la biodiversité. Un peu comme vous avez vu dans le maraîchage diversifié, biologique. Ben, oui, t'as une bébite dans tes patates, mais t'as un rang de patates, puis l'autre rang, il est là-bas. Fait que c'est pas trop pire. Ça se peut qu'ils se promènent pas, puis c'est pas juste des patates. Moi, en ce moment, c'est juste des poignées. Le feu bactérien pogne chez nous, là, ça part. C'est ça, exact. De changer les cultures de ci, ça va réduire le tout. Cool. Écoute, moi je pense que c'est un très bel objectif. J'ai hâte de voir les produits finis. Moi aussi, j'ai hâte. Tu vas nous faire de l'eau de vie, la prune, il y a tout ça. Là. C'est un projet qu'on est en train de travailler en ce moment. On se donne des idées, on voit quelque chose. Ouais. Sinon, juste parce que je t'ai entendu parler de la fugue, comment t'appelles ça? La fugue bactérien? Le feu bactérien. Ah, le feu bactérien qui est une maladie. Non, mais c'est une maladie. Causée par une bactérie. C'est une analogie, moi. Non, c'est pas une analogie, c'est vraiment feu bactérien, Erwinia, Amylobora. C'est vraiment une bactérie qui est commune dans les vergers. Écoute, je pense à peu près une décennie, pas mal tous les vergers de la Rive-Nord, là, dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac, ils sont fait ramasser, là, des pertes atroces par cette maladie-là, notamment dans des eaux de 2014, à peu près, je pense que c'est ça. C'est vraiment pas... Ça fait quoi? T'as pas moisi? En fait, c'est que ça rentre dans la fleur, puis là, la bactérie se développe dans la branche, rentre, puis là... puis ça tue ton arbre, là. Plus ton arbre il est petit, plus vite qu'il rentre dans le tronc, puis si ça rentre dans le tronc, ben là, la sève, elle monte plus, c'est fini. Moi, j'ai des gros arbres, fait que je suis quand même pas pire, j'en ai un petit peu chez nous. Ça touche une branche, je la coupe, c'est pas pire, c'est pas mon arbre. Sauf que quelqu'un, on va en planter des pommiers pour avoir des pommes plus vite, des petits pommiers, mais le tronc qui est gros comme ça, c'est pas long que ça peut être dévastateur. C'est-tu comme plutôt un enjeu récent ou ça fait quand même belle lurette? Ça fait c'est pas oh non, le feu c'est nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a beaucoup de théories appliquées là-dessus, il y a beaucoup de moyens dans le conventionnel pour lutter contre ça, c'est relativement bien. Il y a des aides financières aussi, des gouvernements par rapport à ça. Maintenant, dans le bio, c'est une autre histoire, mais en tout cas, mais dans le bio, on est moins limité, puis en même temps, on est limité plutôt dans les produits qu'on peut mettre, dans les produits phytosanitaires qu'on peut mettre. Mais est-ce que c'est nécessairement la seule approche qu'on peut adopter? La diversification des cultures aussi, c'est ça. Exact, il y a plusieurs méthodes. Là. Exact. C'est vraiment une philosophie, puis là, c'est ailleurs, mais moins intensif. Puis, bref. C'est des choses qui se voient beaucoup en ce moment aux États-Unis, une couple de places au Québec, au Canada, qui vont vraiment dans l'extensif, puis ne pas intervenir au risque et péril de leur culture. Mais ça a des résultats positifs. Fait que, on s'inspire de ça aussi pour monter le projet. Cool. Parfait, ça. Génial. Nice. Je me demandais sinon, clairement, ça, c'est un des défis quand t'arrives dans un verger, là, contrôle des envahisseurs et tout. Peux-tu nous parler un peu du démarrage de ton entreprise? Ça a été quoi les plus gros défis que tu as rencontrés? La première chose avant puis que ça soit un verger qui est quand même, en termes de production végétale, la crème de la crème, là, parce qu'il faut que tu connaisses tout si tu veux espérer pouvoir faire une belle job, tu sais. Ou être très, 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 très bien accompagné par des agronomes compétents, etc. Faut que tu connaisses, fait que peu importe que tu sois en maraîchage, en grande culture, une petite brebis ou avec des petits animaux ou un verger, faut que tu connaisses la game. Faut que tu connaisses à fond ta culture. Le plus possible, rien ne vaut l'expérience. Mais au moins, faut que tu connaisses c'est quoi un pommier, comment ça mange en hiver, pourquoi tu le tailles l'hiver, non l'été, pourquoi pas au printemps. Puis c'est quoi les différentes maladies, l'écosystème qui touche autour de ça. Connaissance à aller chercher. Avant même de pouvoir aller voir la banque, là, je te dirais, pense à ton idée. Faut peut-être. Exact. Là, fait que moi, ça a pris 2 ans et demi avant de dire, bon, je suis capable de comprendre un peu c'est quoi un pommier.
T'avais un background d'agronomie, j'imagine que ça t'a aidé. Ouais, ben, on m'a jamais parlé de pommiers. Non, c'est ça, à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend en agronomie? Je pense qu'on a toute cette nouvelle génération-là. Je suis pas sûr que les programmes agronomes sont trop très... Exact. Okay, l'universitaire, c'est comme... L'agronomie, c'est vraiment une profession de conseil et tout. Ouais. Ça va te montrer comment aller apprendre la chose. Okay. Aller chercher l'information que tu as besoin. Ça va pas nécessairement montrer toutes les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes. Non, oui, non. Exact. Il y a un cours spécifique, mais je pense dans l'ensemble de mon cursus, j'ai peut-être passé 6 heures à parler de pommiers. Mais t'as les outils, puis tu comprends comment aller chercher les ressources. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça que le background du bac m'a apporté. À la technique, je pense qu'il en parle un petit peu plus, mais j'ai pas fait la technique. Fait que Mais bref, faut que tu puisses être capable d'aller chercher l'information parce que la science, elle continue à évoluer même si toi, t'es parti. Fait que Fait avant même de partir en business, en agricole, il faut que tu connaisses comment ta production fonctionne. C'est gros bon sens. Mais vraiment, sur le bout de tes doigts, pour que tu puisses savoir c'est quoi que tu fais advenant une problématique. Fait que c'est la première chose que j'ai faite. Fait que c'est ça que mon background. Puis après, faut que tu saches c'est quoi les opérations terrain. Les opérations terrain. Fait que là, encore là, ça, c'est l'expérience qui embarque. Mais tu sais, au mois d'avril, est-ce que tu regardes la pluie tomber pis t'es comme, il pleut aujourd'hui, ou t'es plus comme, il pleut, faut que je traite parce qu'il y a de la tavelure, tu sais. Fait que tu sais. Une autre affaire. Exact. Non, je te dis, il y en a des bébés. Mais tu sais, en vrai, dans la pomme, les grosses maladies, c'est tavelure, feu bactérien, le blanc. Puis après, il y a comme une trollée d'insectes, là. Mais. On les énumérera pas tous. Non, exactement. Mais tu sais, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup dans la pomme, mais c'est des monocultures. Tu mets 10 hectares de pommes, c'est un buffet à ciel ouvert pour tel bébé. C'est un écosystème créé qui est fragile de base. C'est comme tu n'as aucune autre protection, forme de protection naturelle. Écoute, moi, dans le cadre de mes études, j'ai marché des vergers dans le cadre de mes stages puis tout. Tu sais, un verger que tu marches puis t'entends rien là. Pas d'insectes, pas rien. Une belle journée d'été, t'es comme... C'est louche. C'est vraiment weird. Le sentiment est bizarre, puis le gars, il est content parce que sa pomme va être belle, puis il a raison. Mais c'est ça. Fait que ça m'a effrayé, en vrai. Fait que de partir, pour revenir à ta question, Mick, partir, connaître ta production, connaître tes opérations, puis après, là, tu peux envisager de pouvoir t'en partir. À mon avis, tu sais. Moi, si j'avais pas ça, oublie ça. Puis d'être bien accompagné. Ça, c'est ces 3 ingrédients-là, t'es bien parti. Je relance avec toi, Erwan. Y a-tu des trucs, c'est complètement dans un autre domaine, mais y a-tu des trucs comme ça dans le démarrage d'une entreprise, parce que t'as démarré une entreprise, niveau connaissance, on parlait de connaître ton terrain. Non, tout à fait. Puis, côté entrepreneur, là, puis même si on parle d'un entrepreneur agricole, c'est sûr que ton prérequis, te lance pas en affaires si tu maîtrises pas ta business. Il faut un background technique. À la rigueur, le marché, il se teste. Tu vois, moi, je pense, il n'y a pas de mauvaise idée. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise idée. Il y a des choses qui, il y a 10 ans, on disait c'est n'importe quoi. On va tous mettre notre vie sur un réseau social, tout le monde va capoter. Ça marche. Donc, non, il n'y a vraiment pas de mauvaise idée. Mais ça prend, faut que tu connaisses, effectivement, surtout en agriculture, où il y a des techniques, il y a des choses. Et encore, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc tu peux encore t'améliorer. Tester ton marché, encore une fois, ça, ma belle terre, c'est là où on veut aider les gens, c'est-à-dire que tester un marché actuel aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, c'est-à-dire que tu peux tester ton marché, tu peux partir une campagne de sociofinancement sur ma belle terre et tu vois s'il y a de la demande. Si ça marche, tant mieux, go, pars un business. Si ça marche pas, revois ton affaire. Je dirais, la chose vraiment qui peut être décourageante, c'est d'avancer. Ok, ton marché, il est là, tu as les techniques, tu as ton idée, tu es passionné par rapport à ça, tout marche, tout le monde te dit go, 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 je vais t'acheter. Puis là, tu arrives et tu n'as pas pensé à un aspect légal ou administratif où tu comptes sur une subvention et tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas éligible à la subvention, que finalement, tu n'es pas sur un zonage agricole où tu peux faire ce que tu veux. Et là, au final, il y a quoi de plus bête, de dire, d'avoir tout parti, tout est là, puis t'es bloqué par c'est plate ce que je dis là, mais avant de partir, moi je te dis, vérifie vraiment tout l'aspect légal, administratif, puis de dire qu'il n'y a rien qui va te bloquer. En fait, vérifie ce qui pourrait te bloquer. Mais genre pas, il n'y a pas de porte de sortie, ça bloque, tu peux pas faire ton truc. Pense à ça, et puis le reste après, bien t'entourer,
maîtriser ton truc. Puis après, la business en général, la gestion. Là, c'est bon pour n'importe quel business. Mais gestion de business, ça me coûte plus cher que qu'est-ce que ça me rapporte. Exact. Pense à ça. Souvent, j'ai l'impression que pour certains, en tout cas, peut-être les types d'agriculteurs, plus, mettons, comme moi, puis Mike, dans le bio, souvent, c'est déjà armé de passion, puis oui, de connaissances, mais toute la partie gestion, on entend souvent que justement, c'est là la lacune, puis que c'est là qu'il y a des pertes, qu'au final... Mais tu sais, à la base, se partir en agriculture, il y a comme 2 mots importants dans cette phrase-là. Ça, partir, c'est une business, c'est une entreprise. Tu sais, as un chiffre d'affaires, faut que tu vises à faire des profits. Malheureusement, heureusement, peu importe comment tu penses dans la vie, on est dans un système capitaliste. Fait faut que tu fasses de l'argent. Maintenant, il y a une belle façon de faire de l'argent, à mon avis. Exact. Mais tu sais, il faut pas que tu négliges ça. Fait que oui, c'est le fun d'aller faire de la pomiculture, faire du maraîchage, de l'apiculture, peu importe. Mais en contrepartie, il faut que ça soit rentable ou tu as les moyens de supporter cette activité-là. Exact. C'est sûr, c'est la base. C'est des choses très terre-à-terre, finalement, mais c'est un peu plate, mais pense à ça avant tout, parce qu'après... Ton marché, tu peux le développer, ton produit, si t'es passionné par rapport à ça, je suis sûr que n'importe quelle idée, tu peux la faire vivre. Mais fais attention à ce qui pourrait être bloqué au bout de 6 mois. Faut penser à ça. Ce serait trop dommage. Puis moi, je me demandais, Erwan, par rapport à ça, justement, c'est quoi, toi, qui te poussait, mettons, à vouloir vraiment aller un peu à la rescousse des agriculteurs dans le secteur de l'agroalimentaire, les aider? Moi, honnêtement, la pandémie, ça a été un déclic. Là. C'est du jour au lendemain, on met tout en off, on éteint, puis on donne, il n'y a pas de perspective, et puis on subit. On subit, on fait quelque chose qu'on ne sait même pas c'est quoi. C'est comme, Et donc, j'avais cette idée en tête, là, et oui, c'est un projet entrepreneurial, c'est une idée entrepreneuriale. On ne veut pas être à la bourse de Toronto, là, évidemment que non, mais je veux mettre ma pierre, et puis, comme tu disais, je veux vivre de quelque chose qui me plaît. Et puis ça me plaît, dans le sens où oui, la pandémie a remis en perspective beaucoup de choses sur je ne vais pas partir dans la philosophie, là, mais sur notre société, dire du jour au lendemain, on éteint tout, c'est fini, puis en fait, on a juste hâte de recommencer à nourrir le système qu'on a éteint et puis qui shut down tous les 5 ans. Donc, non, je dis, OK, j'ai ça en moi, j'ai ce projet, ça fait longtemps que j'y pense. J'ai quitté ma job, là, je suis parti des fous qui ont quitté leur job en pleine pandémie. J'ai quitté ma job, puis j'ai parti ça, j'ai pris mes économies, puis go, on y va. Et donc, moi, je fais ça parce que j'ai l'amour, en fait, des les histoires de producteurs et les beaux produits. Tu sais, c'est comme, il y en a, ils tripent sur les montres ou les voitures. Moi, ce que j'aime, c'est les beaux produits, c'est les producteurs, c'est les vins nature qui sont faits au Québec en ce moment, qui sont fantastiques, les signes nature, les légumes, tu sais. Et puis, le terroir, c'est typiquement le terroir québécois. Tu sais, moi, je suis arrivé au Québec il y a 8 ans maintenant. Puis, tu sais, j'ai voyagé un peu en Amérique du Nord et c'est un phare, le Québec. C'est littéralement un phare en Amérique du Nord. C'est le terroir le plus riche, le plus effervescent d'Amérique du Nord. Et c'est fantastique, tu sais. Alors, je te le disais l'autre jour quand on s'est juste vu là, à vous deux, là, Joey et Mike, c'est comme, tu sais, aux États-Unis, ils ont la Silicon Valley, tu sais. Mais ils ont la Silicon Valley. Mais nous, on a le terroir le plus riche d'Amérique du Nord, tu sais. Et pourquoi on ne viendrait pas apporter un outil technologique, là où les Américains sont forts, oui, tu sais, mais un outil technologique qui s'appellera Ma Belle Terre, une plateforme québécoise qui va soutenir des projets québécois. Tu sais, pourquoi on ne se met pas tous ensemble? Parce qu'on a vraiment une vraie valeur ajoutée avec notre terroir au Québec. Donc oui, tu sais, j'ai vu ça et je me suis dit, OK, go, c'est le moment, on y va. Et puis, on verra où ça nous amène. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça l'idée. Mais qu'est-ce qui est le fun avec des initiatives comme celle d'Erwan? C'est qu'en agricole, surtout dans les nouveaux projets, les financiers, là, ils ont peur. Ils sont pas... surtout avec une pandémie, là, ça a comme shaké pas mal de trucs. Ils ont vraiment... Ils sont pas tentés à... Ils vont pas se tremper, ils vont pas s'aventurer de plein gré. Déjà que de ce que je comprenais, c'était pas des gens tant aventuriers que ça, mais là... Exact. Fait que là, tu sais, mettons, moi, mon financement... Moi, je suis comme... Tout le monde me regarde aller, puis ils sont comme... Comment il a réussi, lui? Nous... Puis nous, on est chanceux, c'est la compagnie qui... Ça nous appartient, là. Je l'ai pas loué, puis... Mais on a un montage financier, puis on a un ange financier derrière nous, là, tu sais.
Ce qui nous a permis d'acheter les actifs. Juste pour qu'on comprenne, un ange financier, on parle de quoi? En fait, c'est quelqu'un qui nous a permis de, notamment, aller chercher notre mise de fonds. On a pris une entente pour le prêt. C'est un prêt qu'on a pris avec. Il a racheté des actions dans l'entreprise. Mais sans intérêt pendant X années, puis ça l'a convaincu la banque que ça allait nous donner l'air d'aller nécessaire pour pouvoir acheter, partir de l'entreprise, puis après être capable de rembourser dans 10 ans. Fait que pas de souci à faire là-dessus. Mais c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui sont capables de dire ça, qui ont un ange financier en arrière, qui sont capables de dire, moi, je suis capable d'acheter pour 1 million d'actifs. C'est ça chez nous, là. Puis, moi, je suis endetté d'1 million. Il faut pas ça, là. Mais il n'y en a pas beaucoup au Québec. Et malheureusement, au Québec, se partir en agriculture, c'est souvent acheter des actifs. C'est vertigineux, les montants. C'est pour ça que les petites surfaces bio, à mon avis, le maraîchage puis tout, ça l'a pogné au bout parce que ça n'avait pas beaucoup d'investissement. Et des gars comme Erwan, avec leur idée, qui te permettent d'aller chercher ton sociofinancement, d'aller tester un marché. Là, après, tu peux aller t'asseoir à la banque et dire, regardez, ça marche. Je suis capable d'aller me chercher. C'est quantifiable, là, t'as vraiment des données quantifiables. T'es capable d'aller tester avec une institution financière. C'est ça, là, ça vaut de l'or. Parce que là, tu leur parles des chiffres. Ils sont vraiment contents. Ils sont comme, regarde, on va te passer, vu que tu nous l'as prouvé, c'est quand même cool. C'est ça, t'as tout résumé. C'est un peu le jour 1, pas le jour 1, il y a des jours, mais de dire, par ça déjà, teste ton marché, et puis arrive avec la mise au fond, auprès de ton banquier, t'es déjà assis à une autre table. C'est ça. Donc, ça peut aider. Tu peux le prendre en mise de fond, comme tu dis, ou tu peux juste dire, regardez, moi, j'ai même pas acheté, on n'a rien parti. Puis il y a déjà des gens qui nous attendent à la fin de l'automne pour avoir leur affaire. Là. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. À la place, il y en a qui vont se partir dans l'entreprise, puis ils vont monter leur clientèle, mais ça prend 2-3 ans, puis c'est petit. C'est d'autant plus nice parce que, tu sais, je veux dire, admettons, aller chercher un prêt à la banque ou peu importe, tu vas te frapper à tu sais, comment je pourrais dire, certains freins, préjugés même, tu sais, que ça soit de la discrimination envers l'âge, ton sexe, ta race, versus qu'une plateforme comme justement Ma Belle Terre, au final, ça va être ton engouement pour le produit, puis la qualité du projet que tu as à donner, puis tu sais, ta communauté. Fait que, tu sais, après ça, je veux dire, il faut pas tasser les banques, on va dans tout projet, tu risques d'en avoir de besoin, mais tu sais, si ce premier pas-là que tu fais, ça serait avec cette plateforme-là pour ensuite aller voir la banque, parce que la plateforme d'Erwan, une plateforme comme ça te permet d'aller chercher directement ton client, directement ton marché, d'aller jaser au monde puis leur montrer qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es capable de faire. La banque, là, que tu fasses pousser des céleris, des brocolis ou que tu fasses whatever what, elle veut faire du cash. Exact, c'est un investissement c'est des chiffres. Bon, c'est des chiffres. Fait que ton projet, il a beau être le plus beau du monde, tu vas sauver toute la planète. Si c'est pas payant, ils vont pas te financer. C'est triste, mais c'est ça. Puis c'est comprenable aussi, je comprends cette lunette-là au final que c'est pour eux, ils vont pas prendre des risques inutiles, sinon on serait pas des bons banquiers. C'est la nature de leur métier, non, c'est sûr. Mais après, nous, on fait des banques contentes aussi, tu sais, de dire, on a pris le risque, entre guillemets, tu sais, c'est-à-dire, on a servi de lab, là, tu sais, on a fait un lab pour vous, pour que ce projet il vienne vous voir et qu'il soit déjà filtré. Tu sais, il y a ça aussi, de dire, tu sais, on est définitivement pas l'ennemi des banques, on est plutôt, tu sais, on est même un accélérateur pour des projets, donc les banques vont être contentes, tu sais, un incubateur, de dire, nous on a des projets, peut-être que vous les aurez pas pris parce que, oui, c'est des céleris, puis ça vous parle pas, et puis vous faire pousser. Mais regardez, ils ont un marché là, puis ils viennent de lever 10 000. Peut-être prêtez-leur un peu d'argent, parce que dans le montage financier, évidemment, on ne peut pas se financer une business agricole avec 100% de sociofinancement. Tu as besoin des banques et tu as besoin des autres institutions financières, comme les financières agricoles, qui peuvent t'aider aussi. Mais le sociofinancement, ça peut en tout cas réduire ton taux d'endettement déjà. Et si ça peut te permettre de prouver à des partenaires clés que ton idée est bonne et que tu as des clients pour ça, go. Et comme je dis, ça ne coûte rien de se lancer. Vraiment, c'est juste du temps. Et c'est même un bel exercice parce que ça peut remettre en perspective, ça peut être un peu challengeant, de se dire que j'ai pas pensé à ça. C'est pas un plan d'affaires complet, c'est pas forcément rendu un plan d'affaires complet, mais c'est quand même un plan de commercialisation, d'avoir pensé son idée, son brand quand même. Et c'est un bel exercice aussi en tant qu'entrepreneur, et ça fait grandir aussi dans l'évolution de ton projet. Je pense que comme il faut ta mission, puis ce que tu as envie d'amener, puis de présenter. Là. Tout à fait. Ah, puis
de leur brasser ton projet. Là. Exact. Hey, combien de fois tu vas prendre ton plan d'affaires, tu vas faire delete, CTRL-A, delete, parce que non, oublie ça marche pas. Tu vas le réécrire. Là, tu vas faire, non, on delete, on recommence. Là, il y a un matin, tu vas te réveiller ou une nuit, tu vas faire, je dors pas, je l'ai réécrit. Puis là c'est la bonne affaire. T'sais. Là, t'as pogné à tous. Puis même encore là, tu vas le mâcher, tu vas le lâcher. Plein d'affaires que j'ai écrit, là, que j'ai présenté aux financiers, là, 1 an et demi. C'est plus partout la même affaire par rapport à ce que j'ai là. Pas du tout, ça évolue, c'est normal. C'est juste que la banque, elle, quand tu lui présentes ça, ou un investisseur, ou peu importe, pour toi aussi, c'est un guide, ben, tu vas arriver puis tu vas te dire, bon, ben, j'ai quelque chose, je sais où est-ce que je m'en vais. Il va y avoir des changements en cours de route, c'est sûr. Mais je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai une bonne idée. Moi, je me demande justement, vous deux qui, je pense, avez quand même un bon point de vue sur ça. Quand, mettons, si moi, je suis un jeune entrepreneur, je veux démarrer mon projet, j'ai quand même un peu d'argent, là, mon projet, l'idée est quand même venue à maturité. Est-ce que vous avez genre, des genres de trucs, comme quand tu arrives à la banque, quelques éléments clés qui fait que ça peut être winner, genre d'avoir, je sais pas, telle attitude de... Ben, d'avoir dépendamment de l'âge que t'as, dis pas ton âge. Ils vont le voir, mais que tu te donnes ta date de naissance. Ça t'a-tu honnêtement, ouais. Ça a été un frein, ça? Ouais. Ah ouais? J'ai pas dit mon âge, ils l'ont dit à m'amener. On n'en a pas parlé, mais veux-tu nous dire? Moi, j'ai 24 ans. Là, 24 ans, quand même. Je suis quand même très jeune pour avoir ce que j'ai. Puis, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Les jeunes qui se lancent comme ça. Mais écoute, nous, on savait, puis tu sais, j'ai une maturité quand même un peu plus. Ma blonde est plus vieille, là, comme pas mal plus vieille. 1 an, ça a 25 ans. Donc, je fais des blagues, là, mais tu sais, nous, on savait. Fait l'âge, honnêtement, c'est triste, mais dis-la pas. Okay. À moins que t'aies... C'est l'expérience, surtout, qu'ils veulent voir. Là, mais l'éducation. Montrer que tu es entouré, c'est quand même primordial. On l'a dit tantôt, là, entouré. Puis tout le monde va dire entoure-toi. Mais aller chercher une éducation... Non seulement tu vas apprendre à chercher ton info puis sur ton domaine, mais ça te donne des aides financières puis des bourses. Là, c'est des subventions pour investir dans ton projet. Là, il y a des technicalités à comment tu vas l'avoir, quel montant puis tout, mais crime, ça reste que c'est ça. Fait que tu sais, fais-le en même temps. Si tu es trop impatient ou prends 1 an, va faire un certificat ou peu importe, fais-le. Moi, c'est le premier guess parce que ce que tu vas apprendre en sacrant parce que t'es 4 pattes dans la boîte un samedi à 11h le soir parce que ta machine vient de péter ou quelque chose du genre, ben, tu vas peut-être l'avoir prévenu dans une de tes formations en DEP agricole, de machinerie agricole. T'sais. Bref, je donne un exemple, mais c'est ça. Fait que la formation... D'aller suivre la formation, d'aller t'éduquer. Puis, ouais. Puis d'être solide dans ton projet, de savoir où est-ce que tu t'en vas avec ton marché. Moi, je veux vendre ça. Rappelle-toi, ils veulent pas que tu leur expliques pourquoi tu veux faire ça. À la limite, là, oui, il faut que tu leur montres que tu es motivé, que tu veux. C'est ça, tu as un intérêt, mais tu es professionnel. C'est la viabilité aussi qui va voir avant tout. Okay. Viabilité, puis nous, on a un plan. Moi, je m'en vais dans 3 ans, je suis capable de me donner un salaire. On prévoit faire tant parce que. Puis là, tu valides, puis tout, puis tu as pensé au plus de choses possibles. Fait que d'aller chercher quelqu'un, mettons un agroéconomiste, qui est capable de faire des données financières, puis de dire t'as-tu pensé à ça? Il y a peut-être ça aussi. D'en parler aux gens du gouvernement, il y a des ressources sur MAPAC là, qui sont vraiment intéressantes pour t'aider à monter un projet, puis ils vont aussi t'aiguiller. Bref, t'entourer, c'est ça qu'on dit par entourer. C'est d'aller chercher des gens qui vont pousser ta réflexion, puis ils vont te challenger. Ils vont dire hey, t'as-tu pensé à ça, le jeune? T'sais, parce que t'es quand même jeune. Là. Le gars, il a 55 ans, il a tout vu presque là, dans sa carrière en termes de professionnel. Là. Toi, tu commences. Fait, il peut t'en dire des bonnes affaires. Non, définitivement. T'as autre chose? Non, mais t'as raison, parce que finalement, avant d'aller voir ces gens-là, tu vas à une bataille. Là, donc, prévoir tes armes. Donc, prévois tes armes. Et donc, oui, le socio-financement, pour y revenir, je vais prêcher ma paroisse. Les banques, ils te demandent tout ça, là. Tes plans financiers, comment tu vas te tirer un salaire, etc. Là. Socio-financement, on parle juste de plan de commercialisation. Là. C'est quoi ton projet à commercialiser? On n'en est pas... Donc, de venir avec des armes, dont une campagne de socio-financement à succès. Et ce qu'on veut faire aussi à Ma Belle Terre, c'est créer un écosystème de partenaires, c'est-à-dire oui, tu viens à Ma Belle Terre chercher du socio-financement, mais aussi on a des ressources externes, pas en interne, on veut, parce qu'il y a assez de gens qui font du travail exceptionnel en accompagnement agricole au Québec, de dire on travaille avec eux, ok, ton
projet, je le saisis, on va faire une campagne, je vais te conseiller, eux, dans ta région, on veut vraiment être sur des endroits particuliers, ils vont pouvoir te conseiller dans ton parcours d'entrepreneur agricole. Et je te dirais, tu es mieux d'attendre de faire un peu tout ça avant d'aller voir la banque que de te presser à aller voir la banque où tu vas frapper un mur. Fais tout ça, vaut mieux aller voir la banque un peu plus tard et que tu sois prêt que d'y aller tout de suite. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de construire, c'est que c'est pas seulement des chercheurs de financement, c'est qu'on s'allie en ce moment, on est en train de monter, l'entreprise est vraiment récente, mais d'avoir des gens spécialisés en incubation agricole, en accompagnement de l'entrepreneuriat agricole, qui sont capables de fournir des outils et de former aussi ces gens-là. Comme ça, je dirais, au moment donné où tu vas voir ta banque, ben, tu es prêt. Là, et puis ta banque, tu vas peut-être pas l'avoir au bout de 12 mois, mais peut-être au bout de 18, 24 mois, tu vas arriver. Là, je vais te dire, c'est plus la même histoire. Quand on parle de s'entourer avec ta plateforme, c'est un peu ce que ça va nous offrir. Là. Tu vas avoir des outils pour mieux être entouré, pour aller chercher tes armes, comme tu dis, puis t'aider à trouver les bonnes armes. Là. Exact, c'est ça, c'est un point qu'on monte. Là, je le dévoile pas trop tôt parce que y a des choses qui vont plus vite que prévu. Ça en fait partie, mais évidemment, c'était plutôt en fin d'année qu'on voulait vraiment avoir le volet plus accompagnement qui était complètement développé avec la plateforme Ma Belle Terre. Mais comme disait Marco, nous, on va privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire que les projets qui vont sur Ma Belle Terre, on veut qu'ils réussissent. On est comme partie prenante avec eux, on veut que ça marche et donc on va tout faire pour que ça marche. C'est pour ça qu'on veut bien s'entourer et donc d'avoir une relation. C'est pas juste le simple outil qu'on connaît actuellement sur les grosses plateformes de sociofinancement américaines où il y a 115 pages, tu es à la page 98 et c'est comme si tu avais mis une vidéo sur YouTube et puis tu fais vivre ton truc. Nous, tu mets un projet, tu as une relation avec nous. Selon ton projet, on va... Parce qu'il y a beaucoup de ressources, le répertoire il est gros, mais il n'est pas facile des fois à démêler. On va pointer les bonnes personnes de notre réseau qui sont capables de t'aider. Et puis on aimerait même à terme avoir même une sortie, un débouché de commercialisation aussi. Avec des partenaires qui seraient potentiellement intéressés de rentrer sur des plateformes. Il y a des plateformes B2B, B2C, de mise en commun de produits agricoles directement aux consommateurs qui existent. Attends, peux-tu juste nous expliquer B2B, B2C? Donc business to business, donc ça veut dire des produits agricoles sans intermédiaire, directement disponibles, par exemple pour des traiteurs, des restaurateurs ou même des hôtels. Mettons, moi qui vends une bouteille de cidre à un dépanneur spécialisé, c'est du B2B. Exact. Puis moi qui vends une bouteille de cidre à Erwan qui est là en tant que consommateur B2C. Ou à toi B2C. B2C. Et donc il y a des plateformes qui existent au Québec là, qui commencent à fonctionner bien comme il faut. C'est du commerce en ligne dans le fond. Donc soit dédié donc producteur directement vers des professionnels de l'alimentation, restauration, ou vers le consommateur lambda tous les jours. On aimerait que Ma Belle Terre aussi former des alliances. Je parle à la caméra, s'il y en a... c'est ça, c'est le temps. Non, mais former des alliances, de dire, nous, on a des nouveaux produits qui arrivent qu'on va socio-financer, là, qui vont être tout neufs, qui sont prêts. Si vous êtes intéressé de les avoir sur la plateforme, tout le monde est gagnant. C'est comme le projet, il a un débouché déjà de marché. Dès qu'il sera prêt, la plateforme du marché a un nouveau produit qui s'en vient au Québec qui est tout neuf. Et puis le consommateur, il l'a directement sans intermédiaire. Donc, on aimerait avoir ce parcours-là, c'est la vision qu'on a pour Ma Belle Terre. C'est ça, le socio-financement, l'accompagnement et même un débouché de commercialisation. Quelqu'un qui se part comme ça, il se dit, j'ai mon plan de match, je pars pas à l'aventure, je sais où je m'en vais. C'est ça, c'est sécurisant. C'est sécurisant, ça donne confiance en ton projet, c'est sûr. C'est ça, c'est un petit peu ça. Et tu parles d'accompagnement, c'est sûr que je resitue le socio-financement, au final, tu présentes ton projet avec un vidéo, j'imagine, quelque chose? Oui, alors... Y a-tu accompagnement pour ça? Moi, je dis, c'est vraiment... Il faut que tu rendes sexy ta campagne. Tu vends un produit, là, tu vends une histoire. Donc, après, on n'est pas... Et c'est ça qui est le fun, c'est pour ça que moi je vais être dans ce milieu parce qu'on parle d'authenticité, il n'y a pas de bullshit, là, il n'y a pas de produit qu'on a marketé. C'est comme, c'est ta terre, c'est tes pommes, c'est tes légumes, c'est ton vin. L'histoire, elle est là. Raconte-la, mets-la en valeur. On conseille, selon, encore une fois, l'énergie que tu vas impliquer dans ta campagne, ça dépend le montant que tu veux lever. C'est sûr, dépense peut-être pas pour un graphiste ou pour un vidéaste pour te monter une vidéo si tu veux lever juste un 5-7 000. Il y a des grosses campagnes de financement qui peuvent lever 20, 25 000, 30 000. Ouais, des fois, ça peut pogner, c'est fou. C'est ça, selon tes objectifs, mets de l'énergie. Oui, embauche, ou si tu as un ami de ton réseau qui est graphiste, monte un document, fais une vidéo, fais une vidéo là, quand même professionnelle, mais on donne aussi des ressources. Ce qui est fou, c'est qu'avec maintenant l'Internet, il y a plein d'applications qui coûtent rien ou qui coûtent pas cher. Et alors oui, il faut toucher un petit peu l'ordinateur là, et puis encore une fois, je sais qu'il y a une fracture numérique aussi, ça existe là, et c'est pour ça qu'on veut travailler aussi avec des incubateurs qui sont capables de t'aider aussi à monter tout ça.
Mais oui, mets un peu d'énergie, tu sais, tu peux pas juste mettre un paragraphe noir sur blanc en écriture Arial 10, là. En gros, comme je dis, c'est vraiment tester ton produit. C'est comme si toi, tu allais le vendre sur ta plateforme à toi, à un moment donné, quand tu vas être rendu à avoir ta propre boutique en ligne, là, tu sais. Faut donc, que ce soit sexy. Faut que ce soit sexy, tu sais. Je trouve que c'est une belle aussi entrée de jeu, là, à genre pratiquer justement ces skills-là de marketing, puis genre... C'est pas forcément, tu sais, il peut être très bon dans sa production, mais c'est un métier aussi de mettre un peu de marketing. Du coup, il y a des ressources que tu peux payer, mais il y a aussi quand même des organismes. Tu vois, par exemple, en ce moment, je parle avec Food Hub Montréal, qui est un incubateur pour les nouveaux projets en transformation alimentaire. Donc, des produits qui sont transformés ici. Ça peut être des condiments, ça peut être des croustilles, tous ces produits-là qui sont aussi dans la transformation alimentaire. On sait qu'au Québec, il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. C'est le fun d'avoir... de manger des chips qui viennent du Québec plutôt que des États, même ça, c'est le fun. Hein? Et surtout si c'est bien fait. Donc, Food Up, par exemple, apporte tout son soutien. Ils ont même un graphiste embauché. Il y a beaucoup d'organismes. C'est pour ça que nous, on va rien internaliser parce qu'il y a plein de gens qui ont des ressources. Ils font très bien ça. On veut leur amener des projets et qu'eux aussi nous en amènent s'il y a des besoins de sociofinancement. Dans le fond, ma belle terre, c'est juste ton rôle, ça serait de mettre en relation pour différents trucs. C'est là on va être fort, c'est que oui, l'objectif principal, c'est le sociofinancement. C'est ce qu'on fait, c'est l'outil qui permet ça. Mais au-delà de ça, le deuxième volet, c'est de te mettre en relation avec les bonnes personnes pour t'aider à bien faire ton projet. Parce que nous, on veut que tu fasses bien ton projet. Voilà. Donc, le financement, c'est quelque chose, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. C'est ça. On donne présent. une petite boîte à outils, là, puis 2-3 petits trucs, et on lève des flags sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais pour aller plus loin, et encore une fois, ce financement, c'est pas juste mettre une cagnotte et puis t'as ma tante Ginette et mon oncle Bernard qui vont donner de l'argent. Là. Tu t'adresses à un public, tu t'adresses à ton futur, à ta future ton entreprise. Là. Donc, oui, ça prend de faire un peu de marketing, un peu de communication, et c'est ça le parcours de l'entrepreneur aussi. Donc, c'est un bel exercice, quand je disais. C'est un bel exercice. Sans aucun doute. Puis moi, j'ai changé un peu de sujet. J'aimerais ça de revenir. Là, on avait commencé à parler de c'est quoi les étapes pour démarrer sa production. J'avais envie de parler avec toi, Marco, de l'accès à la terre. Je sais que ça, c'est... Je savais que tu s'en allais. Je l'avais, c'était tout préparé. Question piège. Oh boy. Ben écoute... Est-ce que, premièrement, on va commencer par setter les bases. Ouais. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'accéder à la terre pour des projets là, agricoles? Encore là, la terre, c'est un actif. C'est un actif immobilier. Donc, qui veut dire actif? Ça veut dire argent. On l'a vu avec la pandémie, c'est que tout le monde s'est mis à vendre leur maison, puis à partir des grands centres pour... Là, le prix a monté. C'est la même chose pour les valeurs agricoles, même que c'est un enjeu en ce moment. Là. Nos taxes vont augmenter. Pourquoi? À cause de ça. Mais c'est une autre histoire. Mais écoute, le prix des terres, des bonnes terres, je te dirais, c'est un problème. L'accessibilité, le nombre de terres disponibles, c'est un problème. Puis ça demande... le gros de l'argent, mettons, moi je prends mon cas, le gros de l'argent c'était acheter des immeubles, des équipements, mais surtout le fond de terre. C'est incroyable. Tu sais, mettons, je pense qu'en Montérégie-Est, là, où est-ce que je suis, c'est 30 000 $, l'hectare. 30 000 $ l'hectare. Hey! C'est ta mise de fonds pour ton fonds de mouvement pour une année quasiment pour un projet de maraîcher, mettons. C'est fou, là. C'est capoté, là. Fait que pour 1 hectare, puis 1 hectare, tu vas pas en agricole, à moins d'être super intensif puis de penser de monter vraiment bien ton affaire, chose qui est rendue possible à cause de nombreuses initiatives, notamment. C'est extrêmement mais tu sais, encore là, sur 1 hectare, même en bio-intensif, je sais pas, si tu veux avoir un hangar à outils, si tu veux avoir des installations, ça commence à faire petit déjà. C'est ça, là. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu en fasses des légumes. Puis là, regarde, l'accessibilité à la terre, c'est, à mon avis, le plus grand problème au Québec en ce moment pour la relève. On en parle, mais c'est parce que la terre est convertie à tout le monde, puis l'agriculture, en général, dans la société, c'est pas quelque chose de hyper valorisé. Là, encore, ça de plus en plus avec le local, la pandémie, on en parle. C'est excellent, il faut continuer. Mais on recule d'un an, là, on va construire des chalets à cet endroit-là. C'est un beau champ, on peut nourrir ton monde à la place d'amener des poivrons qui ont été cultivés aux States, un peu n'importe comment. C'est un non-sens. C'est un non-sens, puis fait que là,
Puis ça demande aux relèves. T'sais, moi, je suis l'exception, mais je pense notamment à un chum, lui, il se réoriente complètement en ce moment. Puis il essaie de s'en retrouver une terre pour se partir. Là. Ouais. Il est pas capable. Il n'y en a pas. Surtout en ce moment avec la pandémie. Et puis il y a la pression immobilière aussi. Là, des gens tout va à hausse. Il y a du monde de la ville qui s'en vont, qui veulent les faire mettre parce que c'est comme leur rêve. C'est pas nécessairement qu'ils veulent partir un projet. Là, exact. Mais... je vais avoir du terrain. Là. Ils ont vendu leur bungalow à Boucherville. Puis, ils sont partis dans le canton d'Atelier, par exemple, ou à Chaudière-Appalaches. Fait que c'est extrêmement difficile. Et c'est vraiment un problème qu'on a malheureusement en ce moment pas. Il y a des belles initiatives comme l'Artère qui est appuyée par le gouvernement puis l'UPA, mais c'est ils ont pour mission aussi, eux autres, puis ils font vraiment une bonne job. Mon but, c'est pas... mais ils ont vraiment pour mission d'harmoniser la transaction puis la relation, parce que, tu sais... on parle de l'artère, là. L'artère, vraiment, tu sais. Oui, c'est d'associer, de mailler, c'est un service de maillage. Pogner un producteur quelqu'un qui veut produire. Exact. Puis mettre, que ce soit une location, une entente long terme ou une vente. Ouais. Les connecter ensemble. Les connecter ensemble, puis dire, regardez, voilà, puis le faire dans l'harmonie, parce que on parle d'argent, on parle de ton futur, de sa retraite. Ça peut rapidement devenir conflictuel. C'est sa vie, c'est ta vie. Futur, c'est sa vie passée. Bref, fait que je comprends. Puis il y a un gros service psychologique, je te dirais, en arrière de ça. Mais ça reste qu'on parle des business. Puis ça peut, cet aspect-là... c'est vraiment éditorial, là, mais il prend un petit peu trop de place. Fait que crème, ça bloque. Non, pour vrai, ça bloque des opportunités. T'essaies de débloquer, puis t'es comme, crème, j'en veux une terre. Et ça marche pas parce qu'il ne fait pas dans tes critères en termes de personnalité. Hey, fuck it, fuck off. Là, regarde, je vais aller jaser, puis on va trouver une entente. Il joue un peu trop ce rôle-là, justement, d'intermédiaire. Mais en même temps, il n'y en a pas d'autres. Un service de maillage comme ça en ce moment. Puis c'est tellement essentiel. C'est vraiment une problématique qu'on a pour la relève. Là. Puis je sais qu'on parle de plusieurs choses, de quelque chose qui serait possible en ce moment. Ça l'est pas, mais quand on parle de morcellement des terres, tu penses-tu que ça pourrait éventuellement être quelque chose de possible? Y a-tu... Moi, je pense 100% oui. Morcellement des terres, on va dire, c'est de prendre des... Mettons, j'ai 10 hectares, plus des grandes superficies, 40 hectares. Okay. J'aimerais ça le diviser en 10. Fait que 4 hectares, 10 lopins de 4 hectares chaque. C'est ça. Ça, on a un organisme au Québec qui s'appelle la Commission de protection des territoires agricoles qui protège les territoires agricoles, notamment du morcellement, parce que dans le passé, puis même encore aujourd'hui, beaucoup, notamment dans la couronne montréalaise. C'est une technique pour bouffer du territoire. De la terre pour construire des bungalows ou des complexes commerciaux. Puis elle a vraiment son utilité, la CPTAQ. Mais cette contrepartie-là, pour des projets agricoles, que tu as un gars que lui, il a 60 hectares de belles terres, de prairies, mais comme moi, j'ai vendu mon troupeau, puis il y a personne qui l'a racheté, ça s'en va, il faut que je le vende, mais je peux pas le morceler. Fait moi, je pense que c'est une solution, puis faudrait agir là, rapidement, parce qu'on est en train de perdre de beaux entrepreneurs, de beaux projets qui vont profiter à la souveraineté alimentaire au Québec. Oui, puis profiter même économiquement, redynamiser les régions. Au complet, là. Hey, là, tu sais, moi, je viens d'une région assez dynamique, mais que tu sois au fin fond du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie ou encore en Montérégie, écoute, ce principe-là peut s'appliquer, puis on produit des légumes. On produit des biens alimentaires. Ça peut pas se scraper. Ton marché, il est à côté. Au pire, tu vas le livrer. Là. Totalement. Fait il faut juste promouvoir l'accès à la terre. Puis on ne demande pas avoir des terres de 50 hectares puis dire je suis propriétaire foncier. Yeah. On veut juste avoir un 3-4 hectares sur lequel on peut produire puis pouvoir entreposer notre machinerie. C'est pas compliqué. Là. Non, c'est ça. Puis ça serait je sais qu'il y a des initiatives, surtout au niveau de certaines municipalités qui sont en cours en ce moment, mais c'est vraiment embryonnaire. Je sais que la CPTAQ là, a notamment simplifié l'accès vraiment sur les toutes petites parcelles. Là, il n'y a plus besoin de passer par
Avant, il y avait une autorisation administrative qui mettait genre 1 an à avoir. Là, ça va encourager le développement des micro-fermes. Là, on parle vraiment de petits. Là. C'était vraiment de dire, avant, il fallait un papier qui mettait plus d'1 an à venir, que maintenant, il n'y a plus besoin de demander si tu as vraiment... On parle vraiment de micro, là, mais au moins, ça va permettre au moins les toutes petites exploitations, les toutes petites productions, souvent, c'est souvent du maraîchage. Là. Oui, c'est ça. Souvent, qu'au final, qui est une fraction, une toute minuscule fraction du terrain, qui au final... nous autres, dans le projet qu'on est en train d'imaginer, mais c'est ça, on n'a pas besoin, 4 hectares, ça serait parfait, je veux dire... Donne-nous même en un, puis on va être bien content. On va te faire quelque chose. Non, mais puis je suis content d'entendre qu'il y a comme une certaine ouverture. Je l'ai lu parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix, mais il faut continuer à mettre de la pression. Et malheureusement, au niveau syndical, il n'y a pas beaucoup de pression qui se fait en ce moment. Moi, je le suis impliqué, là. Ouais, notamment. Moi, je le suis impliqué au niveau de la relève agricole. Moi, j'ai mes opinions, puis je pense... Mais je sens que c'est vraiment complexe, puis je veux pas nécessairement entrer là-dedans, puis je sais que c'est vraiment complexe pour eux, puis il y a beaucoup, mais je pense que pour la relève, pour aller chercher ces nouveaux agriculteurs-là, parce que ça va donner des agriculteurs, paysans, fermiers, peu importe, tu t'allumes, tu es un producteur. Crime, il faut aller chercher ces personnes-là, pas les perdre, l'intérêt il est là. Il leur manque la terre. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est une solution merveilleuse, simple. Exact. C'est purement. Puis tu sais, pas obligé de dire on crée une nouvelle société d'État qui gère cet aspect-là. Juste dire, regardez, non, on l'a, mais elle fait juste autoriser pour des projets agricoles. Puis là, pour nous, c'est un projet agricole. C'est ça, exactement. Puis là, une garantie que tu vas pas revendre, mettons, après, justement, quelqu'un qui on arrive avec une campagne sur financement qui était succès. On monte ça. C'est ça, parce qu'en plus, la relève, là, déjà, effectivement, je crois qu'ils ont fait une statistique, justement, à l'Artère. Je sais pas combien d'agriculteurs de plus de 55 ans là, qui vont partir à la retraite sans relève. Le jour où on se réveille et on dit c'est le fun au Québec, on a plein de petites productions de miel, etc. Mais on n'a plus vraiment la base de la culture, on n'a plus de producteurs bovins, il n'y a plus de relève. Donc c'est un enjeu que tu pointes et qui est important. Et qui mieux qu'un jeune couple là en relève, jeune ou moins jeune, parce que la relève, on sait, c'est pas que des jeunes non plus. Il y a... Et, je veux dire, en termes de storytelling, là, je disais rendre une campagne sexy, de reprendre une exploitation que ça fait 60 ans qu'elle existe. Il y a un jeune couple qui veut le reprendre. Il y a déjà, tout l'historique, il y a déjà des clients, etc. On aime déjà l'histoire. Il y a l'histoire, on va reprendre, et en plus, on va convertir en agriculture un peu plus durable. Je veux dire, la campagne de financement, là, elle marche, c'est sûr. Donc, si ça peut t'aider à avoir un petit peu d'argent pour commencer à posséder tes terres, une campagne de financement pour la relève, c'est pas que des projets embryonnaires, il y a aussi des gens qui ont déjà des projets plus gros aussi, on parle de ça. C'est la relève, je pense qu'il y a une belle histoire à raconter en tout cas, et puis qui vont toucher le monde là. Totalement. Exact. Puis aussi, vas-y. Non, j'avais juste envie, c'est plus anecdotique, mais je voulais savoir, chacun de votre côté, est-ce que vous avez du monde qui vous a inspiré, quand tu démarres une entreprise, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui t'allume. Y a-t-il des inspirations, des mentors? Je sais pas, est-ce que vous en avez chacun de votre côté? Moi, pour ceux que je suis allé travailler, mettons, ceux qui m'ont donné le goût de l'agriculture, de la famille Blouin à l'île d'Orléans, là. Salut Francis. Pour vrai, eux, c'est des producteurs, puis ils vendent à des épiceries ou au marché central, etc., de la fraise, de la framboise, pommes, bleuets, asperges. Ils commencent la transformation un peu, mais c'était vraiment producteur, mais ils aimaient ce qu'ils faisaient. Puis ça, eux, ils m'ont vraiment... Wow, OK, c'est beau l'agriculture. C'est vraiment hot. Moi, je veux faire ça. Yes. Après, le projet Cidre, puis tout, Émile et Ève de la cidrerie Le Somnambule, eux, ils m'ont vraiment ouvert les portes, ils m'ont montré comment, mais ils m'ont aussi montré que c'était possible de starter une business quand t'as aucune ou presque expérience dans le domaine, puis la faire fonctionner parce que tu veux puis tu vas travailler fort, tu sais. Fait que vraiment, ces deux-là. Puis après, des gens que je connais pas nécessairement, mais tu sais, mettons, Jean-Martin Fortier que vous connaissez, il a lancé un... On va aller regarder, là, il y a un épisode qui s'en vient dans pas long avec Jean-Martin Fortier. Ah ouais? Ouais, effectivement. On va jaser un peu d'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire avec lui. Ça va être intéressant, c'est sûr. Mais tu sais, lui, il a lancé un mouvement. Il faisait partie des premiers de ce mouvement-là.
Puis c'est entre autres à cause de ça qu'aujourd'hui, on a une grosse effervescence au Québec au niveau de l'agriculture, tu sais. Puis ça va mener à des projets de différentes envergures, de différentes autres productions, pas juste dans le maraîchage bio. Non, c'est ça, ben oui. Mais tu sais, moi, j'ai lu son livre, j'ai regardé, j'ai trippé, j'ai fait, OK, moi, je veux prendre ce qu'il a fait, puis je vais le faire, je vais l'appliquer à la pomiculture. Partir de la monoculture à la diversification, là. C'est un autre projet, mais entre autres, c'est une figure de proue, puis on peut pas le dénier. Là, même si t'es pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait. Il y a pas grand monde au Québec qui ont fait ça. C'est inspirant. Ouais. Je dirais que c'est ça. C'était ton côté, Erwan? Moi, j'ai pas de mentor, tu sais, à dire entrepreneurial. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais sincèrement, chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie m'a inspiré à un degré quelconque. Pourquoi je suis parti, moi, ce projet-là, comme j'ai dit au début, c'est que je viens des Hauts-de-Savoie, un terroir assez riche là, dans les Alpes françaises. Moi, si les personnes qui m'ont inspiré, c'est mes grands-parents. Tu sais, ma business, je vais dire le contraire de ce que je dis tout à l'heure, vérifiez vos chiffres, vos machins. Moi, c'est un peu fou, mais je suis parti un peu parce que juste par passion, quoi. Moi, c'est mes grands-parents. Ce que je suis aujourd'hui et ce que j'aime aujourd'hui, c'est parce que, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir toujours goûté des beaux produits, d'avoir eu des beaux jardins. Tu sais, on avait un verger d'1 hectare avec tous les arbres fruitiers possibles et inimaginables. Mon grand-père faisait l'eau de vie. Donc, tu sais, oui, moi, ce qui m'a inspiré, c'est mes grands-parents. Et puis, aussi bien de planter les légumes ou les fruits, mais surtout de les cuisiner. Puis, tu sais, des gens qui ont toujours mis des beaux produits sur la table toute leur vie. Et puis, finalement, qui indirectement ont éduqué mes parents m'ont éduqué et à qui je tire beaucoup d'inspiration aussi. J'ai ça en moi. Et puis, oui, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Puis, j'y pense encore beaucoup. J'adore la cuisine. J'adore les beaux produits. Et ouais, j'y pense toujours. C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, parce que voilà, c'est ce que j'ai vécu. J'ai des souvenirs. Tu sais, ma Madeleine de Proust, là, c'est ça, là. C'est ça. Nice. Ah, mais c'est très cool. Moi, j'aurais aimé ça aussi, revenir avec toi, Marco, un peu vraiment... comment je pourrais dire? Là, vraiment l'aspect là, de base. Là, pour toi, c'est quoi qui ça... Qu'est-ce qu'un bon agriculteur, en fait? Je t'en pose une bonne, je sais, man. C'est large, mais quoi toi, tu sais? C'est quoi first un agriculteur? Moi, je me nomme pas agriculteur. C'est un peu aussi question de placement, d'image et tout. Mais moi, fondamentalement, dans ce que je fais, je me vois plus comme un fermier. Fermier, artisan. Mais c'est quoi être un bon producteur, fermier, agriculteur? Je pense qu'il faut t'es un bon en premier, t'es pas nécessairement un entrepreneur, parce qu'il y a de très bons producteurs qui arrivent à vivre de ça, qui tiennent des entreprises solides, puis au niveau du champ, c'est incroyable, puis c'est pas des entrepreneurs. Encore une fois, s'ils sont bien entourés, par exemple, puis... Ouais, mais mettons, souvent, ça va être des entreprises qui ont plusieurs décennies d'existence, mais c'est déjà bien roulé. Je te parle pas que c'est nécessairement... C'est vraiment l'image producteur, mais... Fait tu sais, je pense qu'il faut vraiment que t'aimes ça, pis t'as pas peur d'innover, que tu sois producteur ou plus type producteur ou type entrepreneur, pas peur d'innover puis de toujours te questionner. C'est comme n'importe quel entrepreneur, dans le fond. Faut toujours que tu te questionnes puis tu te pousses. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est juste que tu vas l'appliquer à chez vous. Est-ce que ce que je mets dans mon champ, c'est-tu si bon que ça, même si ça me permet d'atteindre une rentabilité? Je peux-tu faire autrement? Quel marché je veux viser? Quelle clientèle? Je veux-tu attirer les gens chez nous pour leur montrer? Ou je préfère leur montrer de l'extérieur? Tu sais, fait la question est extrêmement vaste, mais je pense que ça y va aussi avec ce que tu fais. Puis si t'es fier aussi de ce que tu fais, tu sais. La fierté est importante, là. C'est pour vrai, là, ça paraît vraiment quétaine. T'es-tu fier? Mais c'est crucial. Définitivement. Tu travailles 100 heures semaine. En saison, peut-être pas durant l'hiver. T'en travailles 60. Mais tu travailles 100 heures semaine. Faut que tu sois fier au bout de l'année. Sinon, on se retrouve avec des problèmes comme qu'on a un peu en ce moment. C'est un autre dossier. On va en parler dans un autre podcast. Mais sinon, vite fait, excuse. Ouais, tu veux y aller? J'allais juste dire, moi, en conclusion, j'aurais aimé ça avoir comme chacun un peu là, de votre base, si vous aviez eu vraiment un conseil pour les futurs entrepreneurs. Ça, c'est la petite question cliché. Là. Le conseil pour les entrepreneurs. Un petit conseil, un petit mot d'encouragement. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y a le côté très, très positif. Il n'y a pas de mauvaise idée. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise idée. Faut foncer. Mais vérifie ce qui pourrait casser tes rêves. Mais des trucs vraiment plates. Là, des choses qui sont trop bêtes. Genre, pense à ça, mais sinon,
fonce là, mais ça, si tu penses que tu possèdes la technique, la passion et comme tu dis, la fierté, ça c'est quand même une flamme qui drive là, c'est quand même de l'essence là, qui va te driver pendant longtemps. Tant que tu l'as et surtout quand tu l'as, fais-le. Puis voilà, c'est un peu vérifie quand même qu'il y a des choses qui vont pas te bloquer parce que c'est trop bête de partir ça, puis finalement il y a des choses où tu peux rien faire, d'énergie, d'argent, de passion, d'émotion, puis que 6 mois après il y a juste un truc qui te bloque parce que tu n'avais pas pensé. C'est tout bête que ça. Je vais faire du pouce sur ce qu'il dit là. Ça c'est bon pour n'importe quel projet. C'est un entrepreneur, je pense que c'était lancé genre une firme de physiothérapie ou une affaire de même là, ça pas rapport, mais il avait dit ça dans une conférence que je suis allé voir. Il dit, maintenant, tu vas monter le plus beau projet. T'es comme, OK, c'est hot. Puis tu vas faire fuck off parce que t'as eu peur. Fait que de le dire haut et fort, ça t'engage que les autres, hey, je vais faire du cidre. Là, t'es comme, t'as plus le choix de le faire. Fait que vraiment de te lancer et de dire, OK, ben je fonce pour pire, je me pète solide, mais au mieux, c'est que j'ai réussi. Fait que, puis comme tu disais, le feu que vous avez, là, le feu, mais c'est votre carburant pour vrai. Vrai, là. Sans ça, tu ne fonctionnes pas. Tu vas avoir la chienne, tu vas sacrer, tu vas mordre les doigts, tu vas faire tabarouette, mais garde-le, entretiens-le pour vrai. C'est qu'est-ce qui te fait aller. Puis saute. C'est simple. Ouais, à un moment donné, il faut sauter. Ben oui, c'est ça. Je relance là-dessus. On a 2 gars avec nous qui ça paraît qui ont le feu, man. C'est vraiment cool d'avoir jasé avec vous. Pour vrai, c'est malade. C'était vraiment trippant. Merci d'avoir partagé la flamme, la passion. C'est très cool. C'est un peu... Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture. Et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music. Fait que vraiment, lâchez-vous lousse, faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi. On a besoin d'amour. C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous écrire. Toujours. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les Idées Radicules. Salut! Merci.